bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Origine et contexte historique de l'Inquisition. L'Inquisition trouve ses racines dans un contexte historique complexe, où la foi et le pouvoir s'entrelacent étroitement. Dès le XIIe siècle, l'Église catholique fait face à une multiplication de mouvements hérétiques qui remettent en question l'uniformité doctrinale et menacent l'autorité ecclésiastique. Cette période voit émerger une volonté forte de préserver la pureté de la foi à travers des formes strictes de contrôle social et religieux. L'essor de l'Inquisition peut ainsi être compris comme une réponse institutionnelle à ces défis, destinée à instaurer un ordre fondé sur la crainte et la discipline. Le contexte politique européen de cette époque est également déterminant. Les royaumes se consolident, les monarchies cherchant à étendre leur influence, et la centralisation du pouvoir se fait souvent au détriment des libertés locales. L'Église, associée à cette dynamique politique, voit dans l'Inquisition un instrument efficace pour renforcer son emprise tant spirituelle que temporelle. Ce lien intime entre la religion et l'autorité explique pourquoi la peur, loin d'être une simple conséquence, devient un moyen délibéré pour assurer la conformité et le respect des normes établies. Les populations vivent dans un climat marqué par une forte anxiété sociale. Les idées hérétiques sont perçues non seulement comme une menace doctrinale, mais aussi comme un danger pour la cohésion sociale et la stabilité politique. La peur de la déviance religieuse s'accompagne alors d'une peur plus générale, celle du chaos et de la désintégration de l'ordre communautaire. L'Inquisition, à travers ses pratiques d'enquête et de répression, construit un système où la surveillance mutuelle et la dénonciation rapide deviennent des outils au service d'un contrôle rigoureux des consciences. À l'origine, l'Inquisition se structure autour du tribunal ecclésiastique, chargé d'identifier, d'interroger et de juger les individus soupçonnés d'hérésie. Cette institution, qui reçoit les pouvoirs judiciaires de la papauté, instaure un cadre procédural spécifique inspiré du droit canonique et romain. L'usage systématique de la confession, la collecte de témoignages sous serment et l'examen minutieux des doctrines soutenues permettent d'établir des dossiers. La rigueur formelle de ces procédures donne à l'Inquisition une apparence d'impartialité, même si, dans les faits, son objectif premier reste la sauvegarde de la foi dominante. Historiquement, l'Inquisition se déploie sous différentes formes selon les régions et les périodes. Parmi les premières manifestations, l'Inquisition médiévale en Languedoc vise à éradiquer le catharisme, un mouvement spirituel qualifié d'hérétique par l'Église. Cette lutte se mêle aux ambitions politiques des rois de France qui cherchent à affirmer leur contrôle sur des territoires encore partiellement autonomes. Ainsi, la collaboration entre le pouvoir séculier et l'autorité religieuse se révèle particulièrement efficace pour imposer une discipline collective stricte et décourager la contestation. Les mythes entourant l'Inquisition ont souvent exagéré la violence et l'arbitraire de ces méthodes, alimentant une image sombre et terrifiante dans la conscience populaire. Pourtant, une analyse plus nuancée révèle un appareil institutionnel qui, bien que répressif, s'inscrit dans une dynamique juridique cohérente. Certaines procédures, comme l'appel à la repentance ou la possibilité d'un pardon, témoignent d'une complexité souvent méconnue. Ces éléments montrent que l'Inquisition, au-delà de la peur irrationnelle, s'appuie sur des mécanismes structurés visant à restaurer une unité religieuse considérée essentielle pour la paix sociale. Les conditions économiques et sociales de l'époque contribuent également à renforcer le climat propice à l'Inquisition. Les tensions entre différentes classes, l'insécurité face aux invasions extérieures et les épidémies créent un terrain fertile pour la recherche de boucs émissaires. Les accusations d'hérésie peuvent alors être instrumentalisées pour régler des conflits personnels ou communautaires, amplifiant la peur collective. Dans ce contexte, l'Inquisition apparaît comme une force conservatrice cherchant à rétablir un ordre figé, où la déviation est synonyme de danger pour l'ensemble de la société. Le conflit entre foi et pouvoir s'incarne aussi dans le rôle spécifique des inquisiteurs. Ces agents de l'Église sont investis d'une autorité considérable, devant équilibrer la mission spirituelle et la nécessité politique de maintenir l'ordre. Leur formation juridique et théologique reflète cet enjeu double. Par leurs enquêtes méthodiques
et leur capacité à imposer des sanctions sévères, ils incarnent l'intervention de la peur comme moyen de régulation sociale. Leur action façonne profondément les mentalités, contribuant à ancrer durablement la méfiance envers l'altérité religieuse. Au fil des siècles, l'Inquisition évolue et s'adapte, témoignant de sa nature profondément politique. L'observation attentive de son développement met en lumière comment la peur institutionnalisée peut devenir un levier au service de la gouvernance religieuse et civile. Elle institue une forme de discipline collective, fondée non seulement sur la sanction, mais aussi sur la prévention, en diffusant l'idée que la déviance entraîne nécessairement un chaos menaçant la vie ordonnée. Cette institution contribue ainsi à la mise en place d'une société où la foi n'est plus uniquement une croyance personnelle, mais une norme imposée par un pouvoir soucieux de contrôler toutes les sphères de l'existence. La peur devient véritablement une stratégie, un outil minutieusement employé pour garantir la stabilité d'un ordre perçu comme sacré. Comprendre les origines et le contexte historique de l'Inquisition éclaire la manière dont les relations entre croyances, pouvoir et peur se sont articulées pour façonner une époque et ses pratiques. Ainsi, l'Inquisition illustre clairement la complexité d'un système où les valeurs religieuses ne sont jamais séparées des enjeux politiques et sociaux. Elle révèle aussi comment des institutions peuvent utiliser la peur pour construire un ordre durable, où la conformité est préférée à la liberté individuelle. C'est en se déployant dans ce cadre que cet instrument de pouvoir a pu exister et perdurer, influençant profondément la pensée collective et les structures de l'Occident médiéval. En prenant appui sur cette analyse, il devient possible d'envisager la suite de cette histoire longuement tissée entre foi, répression et contrôle social, offrant une perspective enrichie pour comprendre les dimensions plus précises des mécanismes employés dans les périodes suivantes. La place de la foi dans la société médiévale. La foi chrétienne occupait une place centrale dans la société médiévale, agissant comme une force à la fois spirituelle et politique. Elle servait de fondement aux valeurs morales et guidait le comportement individuel au sein des communautés. La croyance en un ordre divin justifiait les institutions existantes et légitimait la hiérarchie sociale. Ce lien étroit entre foi et pouvoir se traduisait par une imbrication complexe entre les autorités religieuses et séculières, où chacune influençait les décisions de l'autre. Les pratiques religieuses rythmaient la vie quotidienne, conférant un cadre moral et un sens au temps. La messe, les fêtes liturgiques et les sacrements structuraient les moments essentiels de l'existence, renforçant une identité collective fondée sur des rites partagés. La foi ne se limitait pas à une expérience intérieure. Elle se manifestait aussi par des obligations sociales et des comportements normés, modelant ainsi les relations entre individus et groupes. Ce pouvoir moral s'accompagnait d'un contrôle social rigoureux. L'Église, en tant qu'institution, exerçait une surveillance sur les croyances et les pratiques, cherchant à maintenir l'orthodoxie. Ce rôle de gardienne de la foi donnait parfois lieu à des interventions autoritaires, notamment à travers l'Inquisition. Cette institution, souvent perçue seulement comme un instrument de répression, avait également pour mission de préserver l'unité spirituelle de la communauté. L'Inquisition s'inscrivait dans un contexte où la peur jouait un rôle structurant. La crainte de la damnation influençait les comportements et renforçait la discipline sociale. Cet apport de peur n'était pas simplement un moyen de punir, mais un outil pour instaurer un ordre moral commun. Les procédures inquisitoriales visaient à extirper les hérésies, perçues comme des menaces non seulement religieuses, mais aussi politiques. Les pouvoirs en place utilisaient ainsi la foi et la peur comme levier de contrôle. Cette dynamique permettait d'assurer la stabilité de la société médiévale, fragile et souvent marquée par des tensions internes. Le dogme religieux assurait une cohésion et une légitimation, alors que la peur, véhiculée par des institutions comme l'Inquisition, dissuadait les comportements déviants. L'idéologie religieuse structurant l'ordre social ne se limitait pas aux croyances individuelles. Elle s'inscrivait dans des pratiques juridiques et politiques qui modelèrent la société. Les tribunaux ecclésiastiques, par exemple, n'étaient pas simplement des organes judiciaires, mais des instruments de maintien de l'orthodoxie et de la discipline. Leur action dépassait la sphère purement spirituelle pour investir les domaines civils. Dans ce contexte, la frontière entre foi et pouvoir devenait floue. Le clergé ne restait pas confiné à la seule fonction spirituelle,
ils participaient activement aux décisions politiques. Les alliances entre princes et prélats témoignent de cette interdépendance. Ces relations nourrissaient une vision selon laquelle la souveraineté terrestre dépendait de la sanction divine, cimentant ainsi l'autorité des dirigeants. Par ailleurs, la peur créée par les perspectives d'exclusion et de punition éternelle jouait un rôle pédagogique. Elle orientait les consciences et garantissait la conformité aux règles imposées. Cette gestion de la peur s'accompagnait de rituels de repentir et de pardon, illustrant un équilibre entre sévérité et miséricorde qui caractérisait la gouvernance religieuse. Les doctrines dominantes se répandaient grâce à l'enseignement clérical et aux nombreuses œuvres théologiques produites par les ordres religieux. Leur diffusion contribuait à uniformiser la pensée et à renforcer la présence de la foi chrétienne dans toutes les sphères de la société. Cette homogénéité idéologique facilitait l'exercice du contrôle et l'imposition des normes. On observe également que la foi jouait un rôle dans la légitimation des conflits. Les croisades, par exemple, constituaient une démonstration éclatante de cette alliance entre croyance et pouvoir, où la guerre devenait une forme de service religieux. Cette justification sacralisait les affrontements et mobilisait les populations autour d'un objectif considéré comme supérieur. En examinant l'histoire médiévale, il apparaît évident que la foi n'était pas un simple aspect spirituel, mais un pilier structurant de la société. Elle façonnait les mentalités, influençait les politiques et servait de référence dans la gestion du pouvoir. Sa fonction de repère moral et son utilisation comme outil de contrôle social sont indissociables. Ainsi, la peur instaurée par la crainte du jugement divin et l'intervention d'organes comme l'Inquisition jouaient un rôle essentiel dans le maintien de cet équilibre. Cette configuration garantissait la stabilité d'un ordre fondé sur la croyance partagée et la soumission aux règles imposées. La foi se trouvait au cœur d'un système complexe où elle exerçait une double fonction structurante. En somme, comprendre la place de la foi dans la société médiévale, c'est saisir comment elle reliait l'individuel au collectif, le spirituel au politique et le moral au juridique. Cette intégration profonde révèle un modèle où la religion et le pouvoir s'articulaient pour construire une société ordonnée et cohésive. Ces dynamiques ouvrent la voie aux réflexions qui suivent, concernant les mécanismes spécifiques par lesquels la peur fut instrumentalisée pour préserver cet ordre. Définition et objectif de l'Inquisition. L'Inquisition s'est imposée historiquement comme une institution dont la mission principale était la sauvegarde de la pureté doctrinale au sein de la chrétienté. Sa création répondait à un contexte complexe où la foi ne pouvait être dissociée du pouvoir temporel. Les autorités ecclésiastiques considéraient l'hérésie non seulement comme une déviation spirituelle, mais aussi comme une menace directe à la cohésion sociale et politique. Ainsi, l'Inquisition visait avant tout à maintenir une discipline religieuse rigoureuse, pensée comme un moyen de prévenir le désordre et d'assurer l'unité de la communauté chrétienne. La lutte contre les idées divergentes se concentrait sur des pratiques, des croyances et des comportements perçus comme contraires à l'orthodoxie. Dès ses débuts, l'Inquisition reçut un cadre juridique précis définissant ses prérogatives et méthodes. Même si elle est souvent associée à la répression, son objectif officiel restait de corriger et ramener à l'orthodoxie les individus égarés plutôt que de punir avec une rigueur aveugle. L'institution fonctionnait sur la base d'enquêtes, de vérifications minutieuses et de procédures destinées à garantir, au moins formellement, un certain respect des droits des accusés. La notion de pénitence y occupait une place importante, car la volonté première était la réhabilitation spirituelle du fautif avant toute sanction. Cette démarche illustre l'équilibre complexe entre autorité morale et exercice du pouvoir judiciaire. L'importance accordée à la vérité doctrinale s'inscrivait dans une perspective où la croyance collective assurait la stabilité politique. En effet, la religion constituait un socle fondamental pour l'organisation des sociétés médiévales et modernes naissantes. Les autorités ecclésiastiques et civiles percevèrent donc l'hérésie non comme un simple désaccord intellectuel, mais comme une fracture potentiellement déstabilisante pour l'ordre public. C'est pourquoi l'Inquisition s'est développée comme un outil institutionnel destiné à canaliser et gérer cette peur du désordre, en exerçant un contrôle strict sur les expressions religieuses acceptables. La peur, dans ce contexte,
s'imposait comme un moyen d'encadrer les comportements à travers une discipline perçue comme nécessaire. Le fonctionnement de l'Inquisition ne se limitait pas à la répression des hérésies locales. Il impliquait aussi un contrôle étendu des manifestations culturelles et sociales. Par exemple, certains courants de pensée ou pratiques jugés incompatibles avec la doctrine dominante étaient attentivement surveillés. Cela concernait aussi bien des mouvements populaires que des élites, ce qui montre la portée politique de l'institution. La dimension disciplinaire s'appliquait donc à des sphères variées, rendant l'Inquisition un acteur central dans la gestion de l'orthodoxie et de l'ordre public. Elle intervenait par une forme d'autorité qui se voulait experte et normative dans la définition des limites du religieux admissible. Cette institution procédait à des enquêtes complexes, conduites souvent par des religieux formés qui enquêtaient sur des cas d'hérésie présumée. Le processus comprenait la collecte de témoignages, l'examen des pratiques suspectes, ainsi que la confrontation des déclarations. L'objectif n'était pas simplement la condamnation, mais une analyse rigoureuse de la situation afin de discerner la vérité. Ce travail s'appuyait sur des règles procédurales écrites et un souci relatif d'équilibre, même s'il ne faut pas nier la sévérité de certaines pratiques. L'Inquisition était encadrée par des normes qui lui assuraient une certaine légitimité juridico-religieuse dans l'exercice de son pouvoir. Au-delà de sa fonction punitive, l'Inquisition portait une dimension éducative et disciplinaire qui s'inscrivait dans la volonté de redresser les déviations au sein du corps social. Par ses interventions, elle cherchait à restaurer une conformité aux normes établies, comprises comme les garantes de la paix et de la sécurité. La peur instaurée par la possibilité d'une enquête ou d'une sanction jouait donc un rôle préventif essentiel, agissant comme un mécanisme de contrôle indirect des comportements. Cette peur n'était pas gratuite, mais instrumentalisée pour renforcer les liens sociaux autour de valeurs communes. Elle traduisait une conception du pouvoir où l'ordre religieux et l'ordre politique se confondaient en une seule et même logique. L'Inquisition a également suscité au fil du temps un ensemble d'idées reçues et de mythes souvent amplifiés par les récits postérieurs. Des accusations de cruauté excessive ou d'emploi arbitraire se sont diffusées dans l'imaginaire collectif, ce qui masque parfois la complexité réelle de ces mécanismes. Si certains épisodes témoignent d'abus, il importe de replacer l'Inquisition dans le cadre plus large de la gouvernance religieuse à cette époque. Elle est une illustration des tensions entre foi, pouvoir et discipline, où le recours à la peur servait à renforcer un ordre perçu comme nécessaire. Cette institution traduit aussi une époque où la question de la vérité spirituelle était centrale pour la survie des sociétés chrétiennes. Le rôle de l'Inquisition ne se limite pas à la sphère religieuse, car elle s'inscrit dans un cadre politique et social global. Elle participe à la construction de l'autorité des États en fusionnant des dimensions théologiques, judiciaires et administratives. Cette approche multifacette révèle une institution pragmatique qui adapte ses méthodes à la réalité des conflits religieux et sociaux. Son importance témoigne de la place essentielle de la discipline dans la gestion des populations et dans le maintien de la légitimité des pouvoirs. Ce lien entre peur, foi et autorité illustre une stratégie générale d'imposition de l'ordre dans un univers en mutation. En résumé, l'Inquisition s'affirme comme un mécanisme institutionnel complexe visant à préserver la cohésion religieuse et sociale. La peur produite par son action fonctionnait comme un instrument structurant, favorisant la stabilité et l'ordre. Sa dimension disciplinaire dépasse la simple répression en intégrant une volonté de correction et d'orthodoxie. L'étude de cette institution révèle ainsi un équilibre subtil entre croyance, contrôle et pouvoir. Ce regard apaisé permet de mieux comprendre les dynamiques historiques à l'œuvre dans la construction des sociétés européennes. L'analyse de ces processus ouvre la voie à une réflexion approfondie sur les relations entre foi et pouvoir. Ce développement invite à explorer plus précisément les modalités concrètes de mise en œuvre de l'Inquisition, ainsi que les impacts concrets sur les individus et les communautés. La complexité de cette institution mérite d'être saisie dans toute sa dimension historique pour éviter les simplifications. C'est dans cette perspective qu'il convient désormais d'aborder les méthodes de l'Inquisition entre rigueur et procédure. L'Inquisition, institution médiévale souvent associée à la répression religieuse, s'est construite autour d'une organisation complexe, visant à garantir l'orthodoxie de la foi. Son fonctionnement ne se résume pas à une simple répression aveugle,
mais à un système rigoureux de procédures et de pratiques méthodiques. Cette rigueur procédurale, loin de l'image d'une brutalité anarchique, traduit une volonté structurelle d'assurer un ordre juridico-religieux. À travers l'examen des techniques utilisées, il devient possible de comprendre la nature administrative de cette institution et sa manière d'imposer la discipline. Les enquêtes menées par les agents de l'Inquisition reposaient sur une série d'étapes bien codifiées. Tout d'abord, l'accusation, souvent issue de la délation ou de la dénonciation anonyme, déclenchait un processus d'instruction. Cette phase initiale visait à recueillir un maximum d'informations et à déterminer la véracité des soupçons. L'Inquisition disposait de systèmes de garde-fous pour éviter les abus, tels que la constitution de dossiers précis et la nécessité de justifier chaque démarche par des témoignages ou des preuves tangibles. L'idée centrale était d'asseoir la procédure sur une base documentée, limitant au maximum l'arbitraire. Le rôle des juges inquisitoriaux, souvent des membres du clergé formés spécialement à cette tâche, s'inscrivait dans ce cadre réglementé. Leur mission principale consistait à interroger les témoins, à confronter les témoignages et à établir un récit cohérent des faits. Cette collecte d'informations s'inscrivait dans une logique d'enquête administrative visant à formuler un jugement objectif. La méthode d'interrogation suivait un protocole précis destiné à éviter les conduites partiales et à garantir un certain équilibre dans la prise de décision. Les juges devaient également veiller à ce que les droits des accusés soient respectés dans le cadre légal de l'époque, bien que cet équilibre soit souvent sujet à débat. Un instrument connu de cette procédure était la convocation formelle, imposée aux personnes suspectées ou impliquées. Ce document écrit précisait les motifs d'accusation et avertissait des conséquences possibles en cas de non-présentation. La présence sous contrainte était une mesure courante, mais demeurait cadrée par une organisation définie qui garantissait la traçabilité des actes. Ce mécanisme procédural souligne une volonté d'ordonner rigoureusement les étapes du procès, en intégrant des formes de contrôle administratif qui limitaient les excès. Le recours à la détention temporaire s'inscrivait également dans ce cadre. Elle servait à prévenir les risques de fuite ou d'influence extérieure sur les témoins ou les accusés. La détention n'était pas systématiquement liée à des conditions de vie dégradées, comme le suggèrent certains récits plus tardifs. Elle répondait à un objectif pragmatique d'assurer la continuité et la stabilité de la procédure judiciaire. Par ailleurs, cette pratique était encadrée par des autorités supérieures qui devaient en valider la légitimité. Cette surveillance interne témoigne d'une organisation qui cherchait à limiter les abus par un contrôle hiérarchique. L'un des éléments centraux de la procédure inquisitoriale concernait la collecte et l'analyse des preuves. Celles-ci pouvaient être de nature documentaire, tels que des écrits ou des objets de peau suspects, ou issus des témoignages recueillis lors des interrogatoires. L'interprétation des preuves suivait un cadre normatif et légal, reposant notamment sur les canons ecclésiastiques. La rigueur de cette expertise permettait d'établir un lien entre les faits reprochés et les textes théologiques, soulignant le rôle central de la foi comme critère de jugement. Cette approche visait à maintenir une cohérence interne des décisions rendues. La question des aveux occupait une place particulière au sein des méthodes de l'Inquisition. L'obtention d'une reconnaissance formelle de culpabilité constituait un moment clé de la procédure. Plusieurs techniques étaient déployées pour susciter ces aveux, incluant un questionnement approfondi et répété. Il faut noter que la notion de contrainte physique, bien que présente, était réglementée et n'était pas systématiquement utilisée de manière indiscriminée. L'importance accordée à l'aveu reflétait l'objectif doctrinal de réforme plutôt que la simple punition. Cette perspective distingue nettement l'approche inquisitoriale des systèmes judiciaires purement séculiers. Par ailleurs, l'étude des cas et la composition des sentences relevaient d'un processus collégial. Plusieurs membres qualifiés participaient à l'évaluation finale, favorisant un équilibre et évitant la décision unilatérale. Cela contribuait à renforcer la légitimité des jugements en leur conférant une dimension collective et réfléchie. La nature graduée des sanctions, allant de la pénitence à des sanctions plus sévères, traduisait une gestion nuancée des infractions. Cette variabilité des peines s'inscrivait dans une logique d'édification spirituelle autant que dans la gestion de l'ordre social. Il est également essentiel de souligner que l'Inquisition fonctionnait dans un paysage institutionnel marqué par la collaboration entre différentes autorités. L'Église, les pouvoirs locaux
et parfois les autorités civiles coopéraient pour garantir l'application des décisions. Cette complémentarité administrative servait à articuler les aspects religieux et politiques de cette institution. Le rôle de l'Inquisition dépassait ainsi la simple sphère spirituelle pour s'inscrire dans une dynamique plus large de contrôle social. Ce système multipartite témoigne d'une complexité souvent méconnue des mécanismes de pouvoir en place. Enfin, la documentation issue des différentes enquêtes offre une vue riche sur le fonctionnement concret de l'Inquisition. Les registres d'audience, les actes notariés et les fragments de correspondance révèlent une attention portée aux détails et à la formalisation des procédures. Le soin apporté à la tenue des archives souligne l'importance accordée à la traçabilité des actes. Cette dimension bureaucratique confère à l'Inquisition un visage moins arbitraire qu'il n'est souvent perçu, incarnant plutôt un instrument de contrôle normé. Ce regard documentaire permet ainsi de reconsidérer les idées reçues et d'en saisir la portée administrative. Ce panorama des méthodes utilisées par l'Inquisition met en lumière une institution façonnée par une volonté de régulation précise et organisée. Loin d'être une entité chaotique, cette institution était animée par des principes de rationalité administrative et de rigueur procédurale. C'est dans cette tension entre la foi et le pouvoir que le système inquisitorial a su utiliser la peur, non pas comme simple outil de répression, mais comme moyen de maintenir un ordre voulu et structuré. Cette lecture plus nuancée invite à poursuivre l'exploration de ses effets sur la société et les mentalités, mais également sur les modalités d'exercice de l'autorité en des temps complexes. Les développements suivants donneront une place centrale à cette analyse approfondie. Peur et anxiété dans la société inquisitoire. La peur a longtemps occupé une place centrale dans l'organisation des sociétés humaines, notamment dans les contextes où l'autorité devait être maintenue face à des menaces perçues comme internes ou externes. L'Inquisition, institution qui s'est développée en Europe à partir du XIIIe siècle, représente un exemple particulier de cette dynamique, où la peur n'était pas seulement une émotion individuelle, mais un outil institutionnel destiné à soutenir un ordre précis. Son fonctionnement s'appuyait sur la menace implicite, parfois explicite, d'une sanction sévère envers ceux considérés comme déviants, hérétiques ou simplement suspects de s'opposer à la doctrine dominante. Cette crainte organisée jouait un rôle structurant dans les relations sociales, puisqu'elle renforçait la discipline collective et dissuadait les comportements jugés dangereux par l'autorité ecclésiastique et civile. La construction de ce sentiment de peur au sein des sociétés inquisitoires s'inscrivait dans un cadre où la foi religieuse, profondément enracinée, se conjuguait avec des enjeux politiques et sociaux. L'Inquisition ne se limitait pas à une simple quête spirituelle de la vérité ou à une protection de la pureté dogmatique. Elle était également un mécanisme de contrôle social. La menace d'une punition, qu'elle soit l'excommunication, la confiscation des biens ou l'emprisonnement, devenait un moyen de contenir les dissensions et de favoriser la conformité. La peur ainsi institutionnalisée stabilisait des rapports de pouvoir asymétriques, où le pouvoir était détenu par une minorité capable d'imposer ses normes à la majorité. Dans cette optique, la peur devenait un vecteur d'ordre bien plus efficace qu'une simple coercition physique, car elle s'immisçait dans les consciences et les comportements individuels. Il est important de discerner que cette gestion de la peur ne s'accompagnait pas toujours de violences systématiques visibles. L'efficacité réelle de l'Inquisition reposait souvent sur la menace diffuse, plutôt que sur des actes massifs et continuels de persécution. La peur était entretenue par la possibilité d'être dénoncée, par les interrogatoires menés dans la discrétion, par la réputation même de cette institution mystérieuse. Cette omniprésence silencieuse créait un climat où la méfiance réciproque se renforçait au sein des communautés. Ainsi, la peur se diffusait à travers les réseaux de relations sociales, transformant chaque individu en acteur potentiel de la surveillance. Ce phénomène fragmentait la société d'une manière qui minimisait les oppositions visibles tout en consolidant l'autorité instituée. Par ailleurs, le rôle de la peur dans cette société inquisitoire ne se limitait pas à maintenir l'ordre parmi les laïcs. Il s'inscrivait aussi dans les rapports internes à l'Église. La hiérarchie ecclésiastique utilisait la crainte de la damnation éternelle ou de l'exclusion comme moyen d'assurer la discipline interne et d'écarter toute forme de dissidence théologique ou institutionnelle. La peur liée à la sanction divine
s'entremêlaient avec celles liées aux conséquences terrestres, créant ainsi une double contrainte puissante pour les fidèles comme pour les membres du clergé. Le système inquisitorial, dans son ensemble, exploitait cette conjonction des craintes spirituelles et matérielles pour légitimer ses actions et renforcer son emprise sur la société. De plus, l'efficacité de cette organisation dans la gestion des peurs collectives reposait aussi sur la diffusion d'un discours rigoureux et normatif, accentuant la division entre ce qui était considéré comme acceptable et ce qui était proscrit. Le contrôle des savoirs, l'interdiction des écrits ou des pratiques hérétiques s'inscrivait dans cette logique visant à limiter les marges d'autonomie intellectuelle. La peur engendrée par cette restriction idéologique préparait le terrain à une adhésion passive ou à une acceptation résignée des règles imposées, alors même que certaines de ces règles pouvaient apparaître arbitraires ou excessives selon les critères contemporains. La transformation de la peur en instrument politique avait ainsi une portée sociale profonde, en modelant les modes de pensée et en influençant la manière dont les individus percevaient leur place dans le monde. Il convient aussi d'examiner les limites et les paradoxes de ce système, où la peur, bien que structurante, pouvait engendrer des réactions contraires. Il est documenté que l'intensification de la peur pouvait provoquer à terme la défiance, des résistances souterraines ou même une fragmentation de la cohésion sociale recherchée. Des épisodes d'opposition, de contestation plus ou moins voilée ou d'évasion spirituelle démontrent que la peur ne suffisait pas toujours à garantir un ordre durable. En outre, l'Inquisition dut parfois composer avec une opinion publique mouvante, des pressions politiques changeantes ainsi que des transformations culturelles qui remettaient en question ses méthodes et ses objectifs. Ces tensions internes illustrent que la peur comme levier de pouvoir, si elle est efficace, reste un principe fragile et potentiellement contesté. L'étude de ce mécanisme historique rejoint aujourd'hui des réflexions plus larges sur la gestion des peurs dans les sociétés contemporaines, qu'il s'agisse de politiques sécuritaires ou de formes nouvelles de contrôle social. L'exemple de l'Inquisition révèle les processus par lesquels la peur peut être institutionnalisée pour fabriquer un ordre apparent, tout en suscitant des dynamiques complexes de conformité et de résistance. Plus encore, cette analyse permet de comprendre comment les peurs collectives s'enracinent dans des contextes précis, où elles se combinent avec des représentations culturelles, des croyances partagées et des enjeux institutionnels. Cette dimension multidimensionnelle éclaire les mécanismes souvent invisibles qui fondent les régimes d'autorité dans l'histoire. Ainsi, la place centrale de la peur dans la société inquisitoire illustre une interface entre croyances religieuses et exercice du pouvoir. La peur ne se réduit pas à une simple émotion subjective, mais devient un moteur social organisateur, capable de structurer les rapports humains et de maintenir des systèmes complexes de domination. Ce rôle, à la fois matériel et symbolique, explique en grande partie la durabilité et l'efficacité de l'Inquisition comme institution. Par cette compréhension, il est possible d'appréhender les liens sous-jacents entre foi, autorité et peur, tout en replaçant cette histoire dans un continuum où ces éléments restent pertinents pour analyser les configurations du pouvoir à différentes époques et contextes. Dans ce contexte, la peur apparaît comme une composante essentielle non seulement de l'ordre inquisitorial, mais aussi des mécanismes par lesquels les sociétés cherchent à se préserver dans un environnement souvent perçu comme hostile ou incertain. La peur, en tant qu'outil social, s'inscrit donc dans un équilibre fragile entre contrôle et désordre, entre obéissance et résistance. Elle révèle également les ambiguïtés inhérentes à tout système de pouvoir, où la force brute est souvent complétée par des stratégies plus subtiles d'influence psychologique. La réflexion sur cette dualité offre une perspective enrichissante sur les modes d'existence des institutions et sur les interactions complexes qui les traversent. Pour conclure, il est nécessaire de souligner que la peur dans l'Inquisition fonctionne moins comme une force isolée que comme une composante d'un ensemble plus vaste, comprenant des normes, des rituels et des discours qui s'articulent pour produire une régulation efficace. Ce dispositif dépasse l'idée d'une simple répression pour s'approcher d'une gestion systémique des comportements individuels et collectifs. La peur, par sa dimension à la fois symbolique et concrète, contribue à façonner un espace social où la croyance et la contrainte se mêlent étroitement. Cette analyse
invite à poursuivre la réflexion en abordant les conséquences de cette organisation sur les pratiques culturelles et les mentalités, sujet qui sera exploré dans la suite de cette étude. L'Inquisition comme instrument politique. L'Inquisition émergea à une époque où l'interconnexion entre la foi et le pouvoir politique prit une dimension singulière. Initialement consacrée à la défense de la doctrine religieuse, cette institution fut rapidement investie d'une fonction qui dépassait le simple cadre spirituel. Dans cette optique, elle devint un instrument destiné à consolider l'autorité des pouvoirs séculiers, en s'appuyant sur la peur et la suspicion pour maintenir l'ordre social. Le contexte historique de la naissance de l'Inquisition remonte à la fin du XIIe siècle, période marquée par des tensions croissantes dans la chrétienté médiévale. L'Église, soucieuse d'uniformiser la foi et de lutter contre les hérésies, fit appel à des tribunaux spécifiques. Ces tribunaux avaient pour but d'identifier, de juger et de réprimer ceux qui s'écartaient des enseignements orthodoxes. Rapidement, les souverains comprirent que cette organisation pouvait servir une finalité politique en restreignant les dissidences susceptibles de déstabiliser leur pouvoir. La peur joua un rôle central dans le fonctionnement de l'Inquisition. L'inquiétude face à l'hérésie ne relevait pas uniquement d'une menace spirituelle, mais également d'un potentiel facteur de trouble social. Les autorités utilisèrent alors cette peur comme un levier pour dissuader toute opposition, instillant un climat de méfiance généralisé. Il s'agissait d'un contrôle social subtil, où la surveillance s'immisçait dans les structures les plus intimes de la vie quotidienne. Le mécanisme inquisitorial reposait sur un système juridique particulier. Les accusés étaient soumis à un interrogatoire rigoureux, souvent à huis clos, privant ainsi l'intéressé de tout arbitrage public. Cette absence de transparence facilitait l'usage de la peur comme moyen de coercition, car l'ombre du doute suffisait à briser des individus et des communautés entières. Paradoxalement, cette opacité contribua à la diffusion de nombreuses rumeurs, amplifiant encore davantage le rôle psychologique de l'Inquisition. L'Inquisition ne se limita pas à une fonction répressive. Elle se développa aussi en véritable outil de légitimation pour les autorités ecclésiastiques et séculières. En condamnant l'hérésie, elles affirmaient leur rôle de gardiennes des vérités fondamentales. Cette conception exerçait une double pression. Sur les fidèles, invités à une conformité stricte, et sur les élites terrestres, qui trouvèrent dans la collaboration avec l'Inquisition une façon de renforcer leur image et d'étendre leur contrôle. Il est important de souligner que cette institution ne fut pas homogène à travers l'Europe. Les modalités d'application variaient selon les régions et les périodes, reflétant les particularités politiques locales. En Espagne, par exemple, l'Inquisition prit une ampleur considérable, s'inscrivant dans un projet étatique consolidé, tandis que dans d'autres territoires, elle demeura davantage sous contrôle pontifical, avec une portée plus religieuse que politique. Le recours à la violence physique, comme les peines corporelles ou l'exécution, s'inscrivait dans cette logique de maintien de l'ordre. Ces mesures extrêmes visaient à dissuader les contestations, tout en affichant publiquement la puissance des autorités. Toutefois, le recours à la violence restait encadré par un cadre juridique rigide, soulignant la volonté d'apparaître comme une justice légitime et non arbitraire. Au-delà des procès et des peines, l'Inquisition participa à un processus de normalisation culturelle. En encourageant certaines pratiques religieuses et en proscrivant d'autres, elle contribua à homogénéiser les comportements sociaux. Cette homogénéisation renforçait la cohésion sociale au prisme de la foi, consolidant les bases du pouvoir tant religieux que politique. L'aspect psychologique de cette institution ne peut être sous-estimé. La peur suscitée par l'Inquisition imprégnait toutes les couches de la société, façonnant des modes de pensée conformistes et inhibant les élans critiques. Ce contrôle mental s'avérait aussi efficace que le contrôle physique, assurant une discipline collective fondée sur l'autocensure et la vigilance mutuelle. Malgré son image négative dans l'imaginaire commun, il est essentiel de replacer l'Inquisition dans son contexte historique. Elle répondit à des débats complexes sur la nature du pouvoir, la légitimité de l'autorité spirituelle et les mécanismes de paix sociale. Son rôle d'instrument politique ne doit pas masquer son enracinement dans une réalité où foi et gouvernance étaient étroitement entremêlées. En somme, l'Inquisition exprima une forme singulière de gouvernance mêlant contrôle religieux et politique. La peur fut son principal instrument, façonnant un ordre social perçu comme nécessaire à l'époque. Cette institution
incarne la conjugaison de la foi et de la puissance, une alliance complexe dont les effets se firent sentir bien au-delà de la simple répression des dissidences. Comprendre cette dimension politique de l'Inquisition éclaire les mécanismes par lesquels les sociétés anciennes gérèrent la dissidence. Elle invite à réfléchir sur les rapports entre croyances, autorité et peur dans la gestion des communautés. C'est au cœur de ce cadre que les outils répressifs purent établir un ordre durable, malgré les tensions inhérentes à toute forme de pouvoir. La suite de cette analyse portera sur les interactions spécifiques entre l'Inquisition et les dynamiques sociales, révélant comment ces institutions façonnèrent les mentalités collectives sur des siècles. Une exploration plus approfondie permettra de saisir les nuances et les contradictions qui traversèrent cette période tant redoutée. Les mythes autour de l'Inquisition et leur origine. Les récits populaires sur l'Inquisition s'appuient souvent sur des images puissantes mais éloignées de la réalité documentée. Il convient de rappeler que l'Inquisition n'avait pas pour objectif primordial une persécution aveugle, mais cherchait d'abord à maintenir l'orthodoxie religieuse et à préserver l'ordre social. Cette institution, née au XIIe siècle, a évolué dans un cadre complexe où la foi et le pouvoir s'entremêlaient étroitement, là où les autorités ecclésiastiques avaient pour mission de détecter l'hérésie, perçue comme une menace à la cohésion des communautés. L'Inquisition a souvent été assimilée à un appareil de terreur systématique. Pourtant, les archives révèlent un fonctionnement plus nuancé. Les procès inquisitoriaux étaient fondés sur un ensemble précis de procédures, incluant l'audition des témoins et l'examen des preuves, ce qui contraste avec la vision d'exécution arbitraire en masse. La peur autour de cette institution était en partie construite par la nature secrète de ces investigations, qui suscitait un imaginaire collectif mêlé à la méfiance envers l'invisible, mais également à cause de la diffusion de récits exagérés par ses opposants. Il est important de considérer que l'Inquisition servait aussi de moyen politique pour certains souverains. Le pouvoir séculaire a utilisé cette institution pour asseoir son autorité, consolidant la domination sur des territoires où la contestation religieuse devenait un prétexte à l'élimination d'adversaires. Par conséquent, la peur engendrée par l'Inquisition alimentait un ordre social fondé sur l'obéissance et la conformité, bien au-delà du simple domaine religieux. Cette dualité entre foi et politique fait partie des fondements d'une perception parfois déformée. Un autre aspect, souvent méconnu, concerne la diversité géographique et temporelle des inquisitions. Le tribunal romain, l'Inquisition espagnole ou celle de Toulouse n'avaient pas les mêmes méthodes ni objectifs précis, ce qui complexifie la vision unifiée généralement proposée. Par exemple, en Espagne, l'Inquisition prit une tournure particulièrement rigoureuse sous l'impulsion des monarques des XVe et XVIe siècles, alors que dans d'autres régions, ces interventions furent plus modérées et se concentrèrent surtout sur la restauration de la foi. Les mythes sur les tortures systématiques et les bûchers ne correspondent pas toujours aux données historiques. Même si des pratiques brutales ont existé, elles ne représentaient pas la norme, mais plutôt des épisodes isolés. Dans beaucoup de cas, la menace symbolique de la torture avait un rôle dissuasif plus important que son emploi effectif. Les procès se soldèrent souvent par des pénitences, des amendes ou des peines d'exclusion, ce qui minimise l'image d'une institution exclusivement fondée sur la répression violente. Il ne faut pas oublier le contexte intellectuel et culturel de l'époque qui validait certaines craintes vis-à-vis de toute déviance doctrinale. La peur des hérétiques était nourrie par la conviction que leur dissidence mettait en danger la salvation éternelle des âmes, mais également le contrat social établi autour d'une foi partagée. L'Inquisition s'inscrit donc dans une logique de sauvegarde d'un ordre pensé comme sacré, où l'équilibre entre pouvoir spirituel et temporel passait par le contrôle des croyances. La réputation de l'Inquisition a aussi été façonnée par les moyens de communication de l'époque et par la littérature qui s'en est emparée. La diffusion de tracts, de pamphlets critiques et, plus tard, des œuvres romantiques favorisa la formation de stéréotypes amplifiant ses aspects les plus sombres. Cette transformation de la réalité historique en symbole de terreur entretient encore aujourd'hui une vision partielle, souvent exploitée à des fins idéologiques ou commerciales. Enfin, il est essentiel de souligner que cette institution a laissé une empreinte profonde sur le développement ultérieur des systèmes juridiques et administratifs.
En posant les bases de procédures formelles et un système d'enquête, l'Inquisition a joué un rôle dans l'évolution du droit pénal et dans la manière dont la justice s'organise face aux délits, ce qui reste un témoignage important au-delà des controversies. En résumé, le regard porté sur l'Inquisition mérite une approche analytique dépassant les clichés et les exagérations. Il s'agit d'un phénomène historique complexe où la peur est devenue un outil parmi d'autres pour assurer l'ordre, dans un contexte mêlant spiritualité, politique et société. Cette compréhension permet d'éviter les simplifications excessives et de replacer ces événements dans leur juste dimension, en humilité face à une réalité toujours nuancée. La réflexion sur ces mythes ouvre naturellement la voie à l'étude approfondie de la manière dont l'Inquisition a influencé les perceptions populaires et les constructions identitaires à travers les siècles. Cette exploration facilitera la compréhension des mécanismes sociaux qui transforment les peurs historiques en symboles durables. Dans la suite de cette analyse, il sera pertinent d'examiner les répercussions de cette institution sur la culture et les mentalités contemporaines. Les variations géographiques et temporelles de l'Inquisition. L'Inquisition, en tant qu'institution, a connu des évolutions notables qui se manifestent à travers ces variations géographiques et temporelles. En dépit de l'image uniforme souvent associée à cette entité, la réalité était bien plus nuancée. Selon les régions, les méthodes et l'intensité de son exercice différaient largement, façonnés par des contextes politiques, sociaux et religieux particuliers. En Espagne, notamment pendant la fin du XVe siècle, l'Inquisition a pris une forme particulièrement rigoureuse. Fondée officiellement en 1047, elle s'inscrivait dans le contexte de la Reconquista et du désir des monarques de consolider leur pouvoir, ainsi que l'unité religieuse. Son action se caractérisait par une intervention étatique prononcée, où la politique et la foi s'entremêlaient pour créer un outil de contrôle social puissant. Les procédures inquisitoriales y furent extrêmement codifiées, soutenues par un réseau efficace d'informateurs et de tribunaux. Contrastant avec cette rigueur espagnole, l'Inquisition médiévale en France et en Italie présentait une plus grande diversité d'approches. À l'époque médiévale, elle était souvent localisée, sous l'égide de l'Église plutôt que d'un pouvoir séculier fort. Lutte contre l'hérésie, mais également contrôle moral, constituaient ses principales missions. Cependant, les clercs chargés de cette tâche manquaient fréquemment des ressources et du soutien politique nécessaires pour une mise en œuvre stricte, aboutissant ainsi à une influence plus modérée. Au cours des siècles, l'approche inquisitoriale évolua également en fonction des dynamiques internes de l'Église et des transformations sociales. Le rôle des inquisiteurs devint moins centralisé et fut soumis à des adaptations locales fréquentes. Dans certains territoires, notamment en Europe centrale, ces institutions furent rares ou marginales, tandis que dans d'autres, elles jouèrent un rôle social phare, contribuant à réguler les comportements dans une perspective religieuse, mais aussi politique. Par ailleurs, les mythes populaires autour de l'Inquisition tendent à uniformiser son image. La figure de l'inquisiteur cruel et implacable domine l'imaginaire, abstraite de la complexité historique. Pourtant, les archives montrent que les peines variaient considérablement, allant de la pénitence à des sanctions plus sévères, mais toujours selon des codes légaux précis. Le recours à la torture, souvent stigmatisé, n'était ni systématique ni appliqué avec la même intensité partout. Sa légalité était encadrée par des règles strictes afin d'éviter des excès incontrôlés. Il faut aussi prendre en compte la temporalité dans cette analyse. L'Inquisition du Moyen Âge diffère notablement de celle de l'époque moderne. En effet, au cours des XVIe et XVIIe siècles, face à la montée du protestantisme et des contestations religieuses, les institutions inquisitoriales s'adaptèrent, renforçant leur présence dans certains coins de l'Europe et modifiant leurs méthodes. Ainsi, la peur instrumentalisée dans ces périodes devint un moyen explicite de maintenir l'ordre social dans un contexte de remise en question profonde des autorités. Dans les régions méditerranéennes, où les échanges commerciaux et culturels étaient intenses, l'Inquisition fut un élément de régulation aussi bien spirituelle que politique. Ces zones connurent une coexistence complexe entre diverses confessions et pratiques religieuses, nécessitant parfois un usage stratégique du contrôle inquisitorial. Les limites entre répression et négociation étaient alors souvent floues, contribuant à une variété de manifestations institutionnelles.
L'impact de cette diversité d'expression était loin d'être anecdotique. Les populations concernées ressentaient la présence inquisitoriale non pas comme une simple force abstracte, mais comme un cadre structurant leur vie quotidienne. Les pratiques inquisitoriales influençaient les rapports sociaux, la moralité publique et les mécanismes de pouvoir. Elles participaient ainsi de la construction des identités collectives, tout en incarnant une forme d'ordre autour de valeurs chrétiennes officialisées. Il est également crucial de souligner l'évolution législative au fil des siècles. D'une institution plutôt rurale et sporadique, l'Inquisition devint de plus en plus bureaucratique, avec des codes de procédure développés et une standardisation partielle des pratiques. Les archives témoignent d'une certaine professionnalisation, les inquisiteurs devenant des agents administratifs formés, attachés à appliquer des règles précises plutôt que de simples volontés arbitraires. Ainsi, la question de la peur dans ce contexte ne saurait être réduite à une manipulation naïve. Elle s'inscrivait dans un système où le savoir religieux et le pouvoir judiciaire se rejoignaient pour définir une norme sociale. La peur comme instrument n'était qu'un aspect parmi d'autres d'un mécanisme plus large visant à maintenir la cohésion et la stabilité dans des sociétés souvent fragiles et marquées par des conflits internes. Ces considérations géographiques et temporelles enrichissent la compréhension globale de l'Inquisition en brisant les stéréotypes monolithiques. Une approche historique détaillée révèle une institution multiforme, adaptée aux exigences spécifiques de chaque contexte. Il en ressort une image moins sensationnaliste et plus complexe, où la nature de la foi, la politique et la peur cohabitent dans une relation changeante et dialectique. De nombreuses recherches contemporaines conduisent à reconsidérer l'héritage de l'Inquisition sous ses angles variés. Elles mettent en lumière ses limites, ses excès, mais également ses fonctions dans la construction des règles et des ordres sociaux. Cette vision nuancée contribue à dépasser les préjugés hérités, offrant un cadre mieux adapté à l'analyse de ce phénomène historique. Le travail minutieux réalisé à partir des documents judiciaires, des correspondances et des chroniques permet d'éclairer des pratiques souvent méconnues ou occultées. Les variations d'organisation, les adaptations aux objectifs locaux, ainsi que les différences dans l'application des sanctions s'y exposent avec une précision inattendue, invitant à une compréhension plus équilibrée. En définitive, la complexité de l'Inquisition reflète la complexité des sociétés européennes à travers les âges. Elle est la conjonction de forces multiples, oscillant entre la quête spirituelle sincère, les intérêts politiques et la nécessité d'un ordre public. Saisir cette dynamique est essentiel pour appréhender le rôle qu'a joué l'Inquisition dans la mémoire collective et au sein des constructions historiques. Ce panorama des variations de l'Inquisition prépare à aborder la thématique suivante, qui explorera plus en détail les mécanismes par lesquels la peur a été mise en œuvre comme instrument disciplinaire, approfondissant ainsi la compréhension de ses SCOC, effets au quotidien et de ses implications sociales. Impact social de l'Inquisition sur les populations locales. L'Inquisition, institution établie principalement entre le XIIe et le XVIIe siècle, exerça une influence considérable sur les populations locales qui vécurent sous son contrôle. Cette influence s'étendit bien au-delà des simples procédures judiciaires, touchant la vie quotidienne, les relations sociales et les rapports de pouvoir au sein des communautés concernées. Par son organisation rigoureuse et sa capacité à instaurer un climat de peur, elle modifia durablement les comportements individuels et collectifs, tout en s'imposant comme un instrument clé dans le maintien de l'ordre religieux et social. L'impact social fut d'abord visible dans la manière dont la peur servit de levier, non seulement pour détecter les dissidences, mais aussi pour structurer la coexistence entre voisins. La suspicion, alimentée par la crainte d'être dénoncé, engendra une surveillance mutuelle au sein des villages et des quartiers. Cette dynamique influa sur le tissu social en limitant les échanges spontanés et en favorisant la méfiance. Ainsi, la prudence devint une règle tacite, conduisant à une forme d'autocontrôle quotidienne dictée par l'institution inquisitoriale. Par ailleurs, la présence de l'Inquisition reconfigura les hiérarchies locales, en mêlant autorité ecclésiastique et pouvoir judiciaire. Les représentants de l'Église, en tant qu'agents de l'Inquisition, jouaient un rôle ambivalent, à la fois spirituel et politique. Leur action dépassait le cadre religieux pour engager une surveillance des comportements jugés déviants, allant jusqu'à influencer les décisions civiles.
Cette imbrication renforça la centralisation des pouvoirs au sein de structures, où la foi servait d'échelon principal dans la légitimation des autorités. La gestion des populations par l'Inquisition révéla aussi une adaptation aux réalités sociales diverses. Les modalités d'application variaient selon les régions, reflétant des contextes politiques et culturels spécifiques. Par exemple, dans certaines zones urbaines, l'Inquisition joua un rôle plus strict avec des procédures fréquentes et publiques, tandis que dans des territoires ruraux, les répressions étaient parfois plus diffuses, souvent relayées par des mécanismes communautaires. Cette flexibilité permit à l'institution de s'ancrer durablement dans différents cadres locaux tout en préservant son efficacité. Sur le plan des relations interpersonnelles, la peur d'être accusé d'hérésie ou de sorcellerie eut pour effet de limiter les libertés d'expression et de pensée. Les discussions sur des sujets sensibles, même dans le cercle familial, étaient contraintes, éveillant souvent la prudence excessive et la réticence à aborder certains thèmes. Ce contexte modifia également les traditions orales et les coutumes populaires. Dans plusieurs cas, des pratiques ancestrales furent réinterprétées ou dissimulées afin d'échapper à la vigilance inquisitoriale, entraînant une évolution sensible des modes de vie. Les procès inquisitoriaux, même s'ils ne concernèrent qu'une minorité, eurent un effet dissuasif de grande ampleur. Leur visibilité publique incitait à la conformité et servait d'exemple, consolidant ainsi l'ordre social voulu par les autorités. Les sanctions, allant de pénalités religieuses à des peines corporelles, soulignaient la gravité des transgressions. Ce cadre répressif permit à l'Inquisition d'imposer une forme de discipline morale influençant l'ensemble des classes sociales, des paysans aux élites. L'aspect économique du contrôle inquisitorial mérite également attention. L'Inquisition pouvait affecter les échanges commerciaux et la circulation des idées. Par exemple, les marchands craignant des accusations évitèrent parfois certains partenaires ou territoires. De même, la circulation de livres et de documents était strictement surveillée, ce qui limitait la diffusion d'idées contraires à la doctrine officielle. Ces mesures eurent pour conséquence une certaine rigidité dans les pratiques commerciales et intellectuelles locales. Il convient de souligner que les populations développaient parfois des stratégies de contournement ou d'adaptation. L'ambiguïté quant aux limites exactes de ce qui était puni ou non favorisait des interprétations variées ayant pour but d'éviter les conséquences les plus sévères. Des formes de compromis informels virent ainsi le jour, comme la dénonciation de rivaux ou d'ennemis personnels sous couvert de la loi inquisitoriale. Ces mécanismes renforcèrent parfois les tensions et accentuèrent les divisions internes aux communautés. La structure familiale fut aussi profondément affectée par l'action inquisitoriale. Le pouvoir exercé sur les individus, même à domicile, impliquait une surveillance rapprochée des pratiques religieuses et morales. Les comportements jugés déviants au sein du foyer pouvaient entraîner l'intervention directe de l'Inquisition, ce qui pesait sur les relations parents-enfants et mari-femme. La sphère privée ne constituait donc pas un refuge contre cette forme de pouvoir. Elle fut au contraire intégrée dans une logique où la conformité collective primait sur les libertés individuelles. Le rôle des femmes dans ce contexte est particulièrement intéressant à analyser. Souvent perçues comme plus vulnérables aux accusations de sorcellerie ou d'hérésie, elles faisaient l'objet d'une attention accrue. Ce fait reflète non seulement les préjugés de l'époque, mais aussi l'importance de leur place dans la transmission des valeurs religieuses et culturelles. La peur des tribulations inquisitoriales conduisit certaines femmes à adopter un mode de vie plus réservé, modifiant ainsi les dynamiques traditionnelles de genre. L'influence de l'Inquisition sur les mentalités connut également un effet de long terme. Même après la diminution d'activité de l'institution dans plusieurs régions, les comportements façonnés par des décennies de contrôle ne disparurent pas immédiatement. La prudence exagérée, la méfiance entre individus et une certaine forme d'intolérance restèrent présentes, parfois inscrites dans les souvenirs collectifs. Ces héritages culturels témoignent de l'empreinte durable laissée par ce système de pouvoir. Par ailleurs, les mythes et représentations populaires de l'Inquisition, bien que souvent déformés, alimentèrent un imaginaire collectif qui persista à travers les siècles. Ces images, souvent dramatisées, occultaient la complexité des relations sociales évoquées précédemment, simplifiant le rôle de l'Inquisition à celui d'un organisme uniquement répressif. Cette vision contribue à une perception homogène
qui mérite d'être nuancé par une approche historique plus détaillée. En outre, il est essentiel de considérer que l'Inquisition ne fut pas une entité monolithique. Les agents, les procédures et les motivations variaient selon les époques et les lieux. Certains acteurs cherchèrent à limiter les excès et à préserver une certaine justice, tandis que d'autres abusèrent pour du pouvoir à des fins personnelles ou politiques. Cette diversité interne nourrit la complexité de l'étude de son impact social, qui ne se réduit pas à une simple oppression uniforme. La relation entre foi et pouvoir, au cœur de l'Inquisition, a engendré une dynamique paradoxale. Si la religion justifiait les actions inquisitoriales, elle devint aussi un moyen de contrôler la population. La peur, en tant qu'instrument, servit alors une finalité politique visant à assurer la stabilité et la conformité du groupe. Cette ambivalence met en lumière les interactions multiples entre croyances profondes et stratégies de gouvernance, un thème récurrent dans l'histoire des sociétés humaines. Enfin, cette analyse met en relief comment l'Inquisition, par son organisation, ses méthodes et son poids symbolique, façonna profondément les modalités d'existence des communautés touchées. L'équilibre entre maintien de l'ordre et atteinte à la liberté individuelle demeure un sujet central pour comprendre les tensions entre foi et pouvoir. Son étude, menée avec rigueur et nuance, permet de mieux saisir les mécanismes par lesquels la peur devient un outil de contrôle social. De cette manière, il était possible de poursuivre l'exploration vers les conséquences ultérieures sur la construction des sociétés européennes et leurs héritages culturels. Héritage et transformation de l'Inquisition dans l'histoire moderne. L'Inquisition, institution complexe née à la croisée de la foi et du pouvoir, a marqué de son empreinte durable l'évolution des mécanismes de contrôle social et religieux en Europe. Son héritage, bien que souvent perçu à travers le prisme de la répression et de la terreur, s'inscrit en réalité dans une trajectoire qui dépasse largement la période médiévale et s'étend jusqu'à l'aube de l'époque moderne. L'Inquisition, qui s'est établie initialement dans le but de préserver l'orthodoxie chrétienne, a su imposer un ordre fondé sur le dogme et la crainte, mécanisme qui a façonné le rapport entre les institutions religieuses et les citoyens au fil des siècles. Dès son origine au XIIe siècle, avec la mise en place par l'Église catholique de tribunaux spécialement consacrés à la détection de l'hérésie, l'Inquisition a joué un rôle décisif dans la définition des frontières spirituelles. Son fonctionnement reposait sur un système rigoureux d'investigation, où la peur servait de levier à la discipline collective. Au-delà des discours officiels justifiant sa création, la réalité montre une volonté de consolidation du pouvoir ecclésiastique en symbiose avec les autorités laïques. Les procès inquisitoriaux répondaient ainsi à une double nécessité: sauvegarder l'unité religieuse tout en renforçant la stabilité politique. Au cours des siècles, l'institution inquisitoriale a connu différentes formes et adaptations. Par exemple, l'Inquisition espagnole, instaurée au XVe siècle, illustre l'intégration du contrôle idéologique au service d'un État en pleine construction. Ce tribunal royal disposait de moyens particulièrement étendus, incorporant étroitement la justice religieuse et civile pour éliminer toute dissidence perçue comme une menace intérieure. Cette extension du pouvoir a contribué à forger un système où la peur n'était pas seulement un instrument de croyance, mais aussi un outil politique incontournable. Le contrôle social se nourrissait ainsi d'une surveillance constante et d'une répression méthodique. L'influence de l'Inquisition ne s'est pas limitée aux frontières espagnoles. À travers l'Europe, les idées et pratiques inquisitoriales ont participé à la structuration des concepts de contrôle moral et social. La peur, en tant que mécanisme, a permis d'unifier des populations diverses autour de normes imposées, renforçant la conformité dans des sociétés encore marquées par des conflits confessionnels majeurs. Cette dynamique a perduré bien au-delà des phases visibles et intenses de la chasse aux hérétiques, trouvant des expressions renouvelées dans des dispositifs moins brutaux, mais tout aussi efficaces. Le déclin de l'Inquisition à la fin du XVIIIe siècle et son abolition progressive avec la montée des idéaux éclairés signalent néanmoins une transformation profonde. La rationalisation des institutions et l'apparition de nouvelles formes d'autorité relégitimaient les systèmes de contrôle sous des auspices juridiques et politiques différents. Mais le legs inquisitorial se maintenait dans les structures de surveillance et de régulation morale, inscrivant la peur non plus seulement dans le domaine religieux, mais aussi dans celui de l'ordre public. Ce passage reflète une mutation
où l'exercice de la contrainte s'adapte aux exigences d'une société en mutation. Ainsi, le dossier inquisitorial, bien qu'associé à une période de violence et d'intolérance, possède une portée analysable au-delà de ses outrances. Il révèle l'interdépendance entre foi et autorité politique et expose la manière dont la peur a été instrumentalisée pour garantir un ordre perçu comme nécessaire. Ce modèle a permis d'ancrer durablement dans la conscience collective l'idée que la cohésion sociale dépend de la maîtrise des transgressions, au prix de libertés individuelles sacrifiées. L'Inquisition apparaît ainsi comme une étape dans la genèse des sociétés disciplinées et normalisées. Examiner cette institution dans son évolution permet de comprendre comment les concepts de répression et de contrôle se sont naturalisés au fil du temps. La construction de l'État moderne doit beaucoup à cet héritage où l'instrumentalisation de la terreur sert à asseoir une autorité légitime. Le transfert progressif de ces pratiques vers des instances civiles et judiciaires souligne une continuité conceptuelle difficile à dissocier du passé inquisitorial. C'est cette continuité qui explique en partie les résistances aux idées nouvelles de liberté individuelle et de tolérance, encore balbutiantes sauf à la veille des révolutions. Par ailleurs, le rôle de l'Inquisition dans la gestion des populations minoritaires, telles que les Juifs et les musulmans convertis, introduit aussi une dimension sociale majeure. La mise en place de politiques visant à homogénéiser religieux et culturels participe à la construction des identités nationales au fil des siècles. La peur y est un outil à double tranchant, capable à la fois de souder un groupe autour d'un ennemi commun et de justifier des exclusions traumatiques. Cette ambivalence souligne le poids des enjeux symboliques qui dépassent largement la seule sphère religieuse. L'héritage inquisitorial influence également les imaginaires contemporains, où le mythe de la machine répressive continue d'exercer un pouvoir de fascination et de rejet. Les études historiques récentes tendent à réhabiliter une vision plus nuancée, qui intègre aussi la complexité des mécanismes institutionnels et les subtilités des rapports entre acteurs. Toutefois, cette distance critique n'efface pas l'écho d'une époque où foi et pouvoir s'entremêlaient au point de rendre indissociable la peur du maintien de l'ordre social. La réflexion sur cette période doit prendre en compte cette dialectique pour mieux saisir ses prolongements actuels. En définitive, l'Inquisition représente un paradigme majeur pour comprendre la façon dont la peur, conjuguée au contrôle institutionnel, façonne les dynamiques du pouvoir. Sa transformation graduelle vers des formes plus acceptables et légitimes dans la sphère publique illustre une adaptation nécessaire pour survivre dans des sociétés en pleine mutation. Cette histoire invite à une réflexion profonde sur les mécanismes par lesquels les sociétés tentent d'assurer leur cohésion, tout en questionnant les limites à ne pas franchir dans l'exercice du contrôle. L'équilibre entre ordre et liberté demeure un enjeu fondamental, dont l'Inquisition n'a été qu'un moment parmi d'autres. Ce cadre historique offre un regard précieux sur les fondations des sociétés modernes, où la peur continue à jouer un rôle en arrière-plan, souvent plus discret, mais tout aussi puissant. L'évolution des institutions depuis la disparition formelle de l'Inquisition nous montre que les formes de gouvernement connaissent des métamorphoses, mais que certains outils restent récurrents quand il s'agit de gérer la diversité et les conflits. La lecture attentive de ces développements démontre combien le passé peut éclairer notre compréhension des mécanismes actuels de la gouvernance sociale. À travers cette perspective, on perçoit mieux la complexité et la singularité de l'Inquisition comme phénomène historique. Elle ne se réduit pas à un simple épisode de violence, mais s'inscrit dans un continuum d'innovation et de pratiques politiques. Cette institution a servi de laboratoire pour des stratégies de contrôle qui ont influencé de nombreux aspects de la vie collective et de la construction étatique. Sa mémoire, bien que souvent lourde, constitue un point de référence incontournable pour saisir les interactions entre croyances, pouvoir et peur. En conclusion, étudier l'Inquisition permet aussi de mesurer les risques encourus lorsque la peur devient un instrument central du pouvoir. Ce retour historique éclaire les défis actuels relatifs à la gouvernance démocratique et aux droits humains. Il incite à une vigilance permanente quant aux moyens utilisés pour maintenir l'ordre et la justice dans la société. Si l'Inquisition appartient à une autre époque, ses effets traversent encore le temps sous des formes diversifiées, invitant à une réflexion continue sur le poids du passé dans la définition des règles sociales contemporaines. Cette analyse ouvre la voie à l'exploration des mutations politiques et culturelles qui se dessinent dans les temps modernes,
où la combinaison entre tradition et nouveauté est au cœur des transformations profondes. Il s'agit désormais d'observer comment les sociétés post-inquisitoriales inventent des modes différents de coexistence et de régulation, tout en portant avec elles les traces indélébiles d'un héritage longtemps dominé par la peur imposée par l'alliance du sacré et du pouvoir temporel. Le passage au chapitre suivant permettra d'approfondir ces dimensions dans leur pluralité. La place de l'Inquisition dans la mémoire collective. La mémoire collective nourrit un regard particulier sur l'Inquisition, qui s'impose souvent comme une période à la fois mystérieuse et redoutée dans l'histoire de l'Europe. Cette institution, créée dans le contexte du Moyen-Âge, incarne à la fois la volonté de maintenir une orthopraxie religieuse stricte et une méthode d'exercice d'une autorité rigoureuse. L'interprétation de l'Inquisition oscille entre un souvenir d'ordre social et religieux et une image d'oppression. La complexité de cette mémoire s'enracine dans un mélange d'éléments historiques, religieux et culturels qui façonnent la perception collective à travers les siècles. L'Inquisition fut institutionnalisée à différentes périodes et dans plusieurs régions, ce qui influence la manière dont elle est racontée. En Espagne, elle s'est développée avec des caractéristiques spécifiques qui diffèrent de celles de l'Inquisition médiévale en Provence ou en Allemagne. Cette diversité contextualise la mémoire et interdit une lecture univoque. Elle est d'abord liée à une réaction contre ce qui était perçu comme une menace envers l'unité religieuse et politique. Le pouvoir ecclésiastique et la puissance monarchique s'entremêlent alors dans une quête de contrôle social, où la peur devient un outil de gouvernance. Les archives et documents de l'époque montrent une activité judiciaire centrée sur l'enquête, la dénonciation et le jugement, qui s'appuie sur un appareillage procédural minutieux. La méthode inquisitoriale cherche à confesser et à convertir, mais aussi à éliminer ce qui est considéré comme hétérodoxe. Cette mécanique judiciaire laisse aujourd'hui un héritage ambivalent, car elle mêle foi, justice et violence. Les récits contemporains, qu'ils soient religieux ou laïques, insistent souvent sur la rigueur morale et le zèle religieux, sans oublier les abus et excès documentés. Au fil des siècles, plusieurs mythes se sont accumulés autour de l'Inquisition, nourrissant une mémoire collective marquée par l'horreur et la souffrance. L'image du tribunal inquisitorial est souvent associée à la torture et au bûcher, voire à une incarnation du mal arbitraire. Pourtant, les historiens actuels relativisent certaines de ces représentations, soulignant que si la torture était présente, elle n'était pas systématique ni instrumentée à la légère. De même, l'usage du feu pour les condamnations fut exceptionnel comparé à la place qu'il occupe dans l'imaginaire populaire. Cette mémoire construite autour de la peur d'une institution toute puissante explique aussi l'intérêt continu pour l'Inquisition dans les arts, la littérature et le cinéma. Ces médias replongent régulièrement dans cette atmosphère d'intolérance et de contrôle, souvent en exacerbant certains traits au détriment d'une analyse historique nuancée. On note ainsi une certaine fascination pour l'Inquisition, perçue comme un symbole absolu de conflit entre liberté individuelle et autorité établie. Ce phénomène témoigne d'une volonté de comprendre les mécanismes par lesquels la peur fut mise au service du pouvoir. Les approches mémorielles diffèrent selon les contextes culturels et nationaux. En Espagne, par exemple, l'Inquisition est parfois présentée comme partie intégrante d'un passé historique complexe, mêlant des périodes de progrès et de répression. Les débats publics et académiques portent sur les nuances de cette institution et sur son impact durable dans la société. En France, l'Inquisition médiévale donne lieu à des études rappelant son rôle dans la lutte contre les hérésies, notamment cathares, avec une attention portée aux tensions politico-religieuses du temps. Ces diverses perspectives enrichissent le regard porté sur cette période. Il est intéressant de noter que dans certains milieux religieux, le souvenir de l'Inquisition conserve un caractère pédagogique, servant à illustrer les excès possibles d'une défense acharnée de la foi. Il ne s'agit pas d'ignorer la valeur spirituelle qui pouvait être portée par les membres de l'Inquisition, mais de reconnaître les dérives humaines auxquelles cette institution a donné lieu. Cette lecture permet de situer l'Inquisition dans un continuum historique où les exigences religieuses et le pouvoir se croisent et parfois s'affrontent. En parallèle, la mémoire collective réagit aux découvertes historiques et aux travaux universitaires qui cherchent à démystifier certains aspects. La critique historique moderne met l'accent sur la contextualisation des événements,
avançant que l'Inquisition doit être comprise dans son époque avec ses normes judiciaires et ses contraintes sociales. Cette démarche invite à dépasser le simple jugement moral pour analyser les fonctions sociales et politiques qu'elle remplissait. Elle alimente un débat ouvert entre mémoire populaire et recherche académique. Le rôle de la peur dans le maintien de l'ordre n'est pas propre à l'Inquisition, mais celui-ci, en raison de sa nature et de ses méthodes, illustre particulièrement ce phénomène. La peur, utilisée comme levier de contrôle, modifie les comportements sociaux et influence profondément les modes d'obéissance. Dans ce cadre, l'Inquisition apparaît comme un exemple historique de la façon dont une institution peut institutionnaliser cette peur. Ce constat alimente différentes lectures, parfois critiques, mais toujours révélatrices de la complexité des relations entre foi et pouvoir. Les imaginaires collectifs alimentés par l'Inquisition traversent de multiples formes d'expression culturelle. On les rencontre dans les arts visuels où dénonciation et fascination cohabitent, dans la littérature où la condamnation et l'analyse s'entremêlent, ainsi que dans l'enseignement, qui pose des questions sur la transmission d'un passé difficile. Cette pluralité souligne que la mémoire de l'Inquisition n'est jamais figée, qu'elle évolue au gré des contextes et des sensibilités. Elle invite à une réflexion continue sur la manière dont les sociétés envisagent leur histoire. Par ailleurs, l'étude des processus mémoriels concernant l'Inquisition interroge aussi la place de la vérité historique dans la construction des récits sociaux. La frontière entre faits documentés, interprétation et légende se révèle souvent ténue. L'influence du temps, des représentations collectives et des besoins identitaires contribue à créer un passé qui répond à des exigences présentes. C'est dans cette dynamique que la mémoire de l'Inquisition prend une dimension vivante, en constante réactualisation, reflétant plus les préoccupations actuelles que la réalité passée avec une précision absolue. Cette tension entre mémoire et histoire participe également à définir les usages politiques et culturels du passé. Le souvenir de l'Inquisition peut parfois être mobilisé pour justifier certaines positions, dénoncer des pratiques contemporaines ou encore questionner la place du religieux dans la société. Ces usages dévoilent les liens étroits entre mémoire collective et identité, mais aussi entre récits historiques et enjeux présents. La complexité de cette relation invite à une vigilance critique vis-à-vis des récits sur l'Inquisition. Au-delà de son image négative dominante, il serait réducteur de considérer l'Inquisition uniquement comme un instrument de répression. L'analyse historique insiste sur les logiques institutionnelles, les contextes géopolitiques et les mentalités d'époque qui ont façonné ces pratiques. Cette posture nuancée permet de reconsidérer l'Inquisition non pas simplement comme un mal absolu, mais comme un phénomène historique inscrit dans son temps. Elle incite à une lecture plus attentive des liens entre foi, pouvoir et société. Le souvenir de l'Inquisition intéresse également la sociologie de la mémoire, qui étudie comment les groupes construisent de leur passé commun. La sélection des événements, la symbolique attribuée et les formes de transmission reflètent des choix culturels et politiques. Cette lecture met en lumière les processus par lesquels certaines expériences sont retenues ou occultées, amplifiées ou minimisées. Dans ce cadre, l'Inquisition représente un exemple remarquable et complexe, parce qu'elle cristallise des tensions fortes entre différentes mémoires. Enfin, la place de l'Inquisition dans la mémoire collective constitue un champ de recherche qui continue de se déployer. Les débats actuels questionnent également la manière d'enseigner ce passé et de le faire connaître au grand public. L'équilibre entre vulgarisation accessible et rigueur scientifique apparaît comme un enjeu majeur pour éviter la caricature et le simplisme. Dans ce contexte, la transmission de ce souvenir doit prendre en compte la multiplicité des regards et la richesse des interrogations que suscite l'Inquisition. Cette réflexion sur la mémoire de l'Inquisition dans ses différentes acceptions prépare ainsi le terrain pour aborder plus précisément les pratiques concrètes et les mécanismes institutionnels qui ont structuré cette période. La manière dont l'Inquisition s'est organisée pour imposer la discipline et définir l'orthodoxie religieuse sera le sujet de la prochaine analyse. Par ce biais, il sera possible d'approfondir la compréhension de cette institution dans son fonctionnement quotidien et ses implications sociales et politiques. Réflexion finale sur la peur comme outil de pouvoir. La peur
a longtemps occupé une place singulière parmi les mécanismes employés pour assurer l'ordre social. Lorsqu'on analyse l'histoire de l'Inquisition, il apparaît clairement que cette institution exploitait la crainte non seulement comme un levier de contrôle, mais aussi comme un moyen de renforcer des structures de pouvoir complexes. Cette approche soulève un questionnement sur le rôle de la peur en tant que sentiment humain, capable d'influencer profondément la dynamique entre foi et autorité. L'Inquisition, souvent perçue à travers ses épisodes les plus sévères, mérite d'être revisitée dans ce contexte plus large où la peur agit comme un instrument pragmatique dans la gouvernance. Au Moyen Âge, les sociétés européennes étaient marquées par une forte imprégnation religieuse, où la foi représentait un pilier central de l'existence collective. L'Inquisition s'est alors structurée comme un appareil destiné à protéger cette foi, mais aussi à maintenir une cohésion sociale menacée par les dissidences et les hérésies. Cette institution savait que la simple menace d'une sanction pouvait dissuader efficacement les comportements jugés subversifs. La peur, dans ce cadre, était moins une fin qu'un moyen, un outil modulable servant à préserver l'ordre établi sur la base d'une certaine idée de vérité religieuse. Il est important de considérer que la peur utilisée par l'Inquisition n'était pas une peur abstraite, mais bien une peur ancrée dans des rituels, des procès publics et des peines sévères. Ces manifestations étaient reconçues pour impressionner la population et dissuader les déviants. Mais elles jouaient aussi un rôle symbolique puissant, rappelant à chacun le poids du pouvoir religieux et la fragilité de la condition humaine face à ce dernier. À travers ces mécanismes, la peur devenait un langage commun, un élément de la culture visant à construire un consensus social par la prévention et l'intimidation. Cependant, réduire l'Inquisition à une simple machine de terreur ne rendrait pas justice à la complexité de son fonctionnement et des contextes historiques dans lesquels elle s'inscrit. La peur employée comme outil avait aussi une dimension juridique et administrative. L'institution s'appuyait sur un système de procédures, de preuves et de témoignages souvent rigoureux pour justifier ses actions, même si les standards contemporains peuvent sembler inadéquats. Cela reflète une conception de la justice où le contrôle social passait par une démonstration de force et où la légitime crainte contribuait à légitimer l'ordre établi. Cette gestion de la peur dans l'Inquisition rappelle une constante persistante dans l'histoire humaine, où la crainte est souvent utilisée pour maintenir l'équilibre du pouvoir. Elle se manifeste dans diverses cultures et époques, sous des formes variées, mais toujours avec cet objectif de régulation des comportements considérés comme menaçants. L'Inquisition illustre comment un sentiment psychologique peut se transformer en un instrument politique, permettant non seulement d'assurer la conformité, mais aussi de renforcer l'autorité morale et institutionnelle d'une société donnée. Au-delà de son contexte immédiat, cette réflexion invite à une compréhension plus large de la peur comme composante des mécanismes de gouvernance. Utilisée avec prudence, elle peut contribuer à la stabilité et à l'ordre, mais elle porte aussi en elle-même des risques de dérive et d'abus. Dans le cas de l'Inquisition, cette tension entre contrôle nécessaire et oppression constitue un point d'ancrage pour repenser la manière dont les sociétés équilibrent sécurité et liberté, foi et pouvoir. La peur, si elle demeure un outil efficace, nécessite une vigilance constante quant à ses usages. Le pouvoir, qu'il soit religieux ou politique, a souvent recouru à la peur pour asseoir son autorité. Mais cette stratégie engage aussi une responsabilité profonde. La peur suscite l'obéissance, certes, mais elle peut également engendrer la haine, la défiance et finalement la contestation. L'Inquisition, avec son poids historique, témoigne de cette dialectique où l'instrumentalisation de la peur ne permet pas toujours un contrôle absolu et incontrôlable. Son usage rappelle que les sociétés sont des équilibres fragiles, où la peur doit être maniée avec discernement pour ne pas détruire ce qu'elle cherche à protéger. Il convient également de noter que les discours sur l'Inquisition ont été façonnés par divers mythes et interprétations, souvent polarisés entre la diabolisation totale et la réhabilitation partielle. Cette ambivalence reflète un rapport complexe à la peur institutionnalisée, un rapport oscillant entre condamnation des excès et reconnaissance de la nécessité d'un ordre religieux et social stable. Comprendre ce double visage permet d'approcher l'Inquisition non pas seulement comme une page sombre, mais comme un phénomène historique riche en enseignements sur les rapports entre foi, pouvoir et peur. Dans le prolongement de cette analyse, il est pertinent de s'interroger sur les héritages laissés par l'Inquisition dans la société moderne.
Bien que les méthodes aient évolué et que le contexte religieux ait changé, on observe que la peur continue de jouer un rôle dans la politique et les relations sociales. Elle se manifeste sous d'autres formes, à travers des stratégies de persuasion, de législation et parfois même de surveillance. La peur reste ainsi un outil à double tranchant, toujours prête à être mobilisée là où le contrôle est recherché, mais également source potentielle de résistance et de contestation. À travers ce prisme historique, il est possible de développer une meilleure compréhension des mécanismes qui gouvernent les sociétés et les relations de pouvoir. La peur, en tant que sentiment profondément humain, ne peut être simplement condamnée ou approuvée. Elle s'inscrit dans une réalité plurielle où ses fonctions varient selon les contextes, les intentions et les époques. L'Inquisition en est une illustration parmi d'autres, un exemple particulièrement marqué par la fusion entre croyances religieuses et structures de pouvoir. Ainsi, revoir l'Inquisition sous l'angle de la peur, comme outil de pouvoir éclaire non seulement un aspect souvent occulté, mais invite aussi à une réflexion plus large sur les moyens employés pour maintenir l'ordre dans les sociétés complexes. Cette démarche ne vise pas à légitimer les abus commis, mais à en comprendre les racines et les mécanismes, afin de mieux situer ce phénomène dans l'histoire humaine et ses dynamiques toujours en mouvement. La peur, loin d'être un simple vestige du passé, demeure un élément fondamental dans la quête d'équilibre entre autorité et liberté. Cette méditation sur la peur constitue donc une invitation à considérer les systèmes de contrôle à travers une perspective informée, approfondie et nuancée. L'Inquisition, dans ce sens, représente un cas d'étude incontournable pour saisir l'attrait et les dangers inhérents à l'utilisation de la peur dans la gouvernance. Ce regard permet de dépasser les jugements simplistes et d'appréhender la complexité des relations entre foi, pouvoir et société à travers l'histoire, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des défis contemporains. En conclusion, il est essentiel de garder à l'esprit que la peur reste un instrument que l'on peut choisir d'utiliser avec sagesse ou avec abus, un levier déterminant dans les rapports humains et institutionnels. L'Inquisition, en tant que phénomène historique, illustre clairement cette ambivalence entre ordre et oppression, entre nécessité sociale et danger potentiel. Ce constat invite à une vigilance permanente quant aux formes que prend la peur dans nos sociétés, et à l'importance de légiférer et de gouverner en tenant compte de ses effets sur les individus et les collectifs. En gardant cette perspective à l'esprit, la réflexion peut désormais s'étendre à d'autres domaines où la peur joue un rôle déterminant, que ce soit dans la politique, la culture ou encore les relations internationales. L'examen historique de l'Inquisition offre ainsi une clé d'analyse puissante, à la fois pour comprendre le passé et pour aborder les enjeux présents avec discernement et responsabilité. Cette compréhension approfondie prépare le terrain pour une analyse plus large des mécanismes du pouvoir sous d'autres formes, contribuant à mieux cerner les dynamiques sociales actuelles. Nous pouvons maintenant envisager ces questions sous un angle plus contemporain, en explorant comment les sociétés modernes continuent de négocier les équilibres entre peur et autorité, liberté individuelle et sécurité collective. Cette approche permettra de prolonger la réflexion amorcée ici, en tenant compte des évolutions historiques et des nouveaux contextes où la peur continue d'agir en filigrane, façonnant les règles du vivre ensemble avec une complexité toujours renouvelée